Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui? J'entends parler de guerre civile. Apparemment, ça va pas fort la vie là-bas. Ben, il y a que les Mahorais, les habitants natifs de Mayotte, ont l'impression d'être envahis par des populations étrangères qui viennent des autres îles, de l'archipel des Comores. Du coup, ils sont pas contents. Et pourquoi ils s'aiment pas? Bah, à ton avis, pourquoi ils s'aiment pas? Je vois pas trop. Ah si, ils sont de quelle couleur les Mahorais? Noir. Et les Comoriens? Noir aussi. Ah ouais, non, ça marche pas. Bienvenue sur L'étoffe d'un chef, une chaîne qui vous parle des grands chefs d'État du XXe siècle. Aujourd'hui, petit hors-série pour essayer de décrypter l'histoire de l'archipel des Comores. C'est parti. Comment décrire l'archipel des Comores rapidement? Ce sont 4 îles, situées à mi-chemin entre Madagascar et le littoral mozambicain. Ces 4 îles sont la Grande Comore, Anjouan, Mohéli et Mayotte. L'archipel des Comores est à un point de contact entre deux régions culturelles importantes. La culture swahili, c'est-à-dire celle du littoral est-africain, et la culture malgache, celle de Madagascar. Et ils appartiennent à laquelle? À la première, la culture swahili. D'abord, d'un point de vue linguistique, les Comoriens parlent des dialectes qui sont dérivés de la langue swahili. Cette culture, c'est quoi? En fait, c'est un fond ethnique africain avec une empreinte arabe. Et cette empreinte laissée par les Arabes se voyait très bien autrefois puisque les îles étaient gouvernées par des sultans, qui souvent descendaient des Arabes. Il y avait des échanges commerciaux avec le Moyen-Orient. Les élites comoriennes pratiquaient l'islam sunnite, et aujourd'hui encore, la religion des Comores est l'islam. La langue arabe y est connue, les dialectes peuvent s'écrire en alphabet arabe, mais si les Comores se rattachent à la culture swahili, c'est vrai qu'il y a aussi quelques malgaches, surtout sur l'île la plus proche de Madagascar, qui est l'île de Mayotte. Donc voilà pour la présentation générale. Mais nous avons colonisé les Comores, c'est ça? Oui, à partir de 1841. On leur a fait quoi? C'était un protectorat. On a confisqué le pouvoir des sultans de façon arbitraire et on a installé des plantations de canne à sucre, d'épices ou autres sur les îles. Et la main-d'œuvre était fournie par le travail forcé. Dans le même temps, nous avions aboli l'esclavage. Ils abolissent l'esclavage, mais ils mettent le travail forcé. Génial. Oui, alors précisons un peu. Les Comores ont très bien connu l'esclavage, pendant très longtemps. Mais il s'agissait d'un esclavage arabe, fait par les Arabes et impliquant la vente d'esclaves noirs au Moyen-Orient. Quand les Français sont arrivés, ils ont aboli l'esclavage. Les habitants l'ont vécu comme une amélioration, car ils ont eu des droits. Les travailleurs pouvaient rester avec leur famille et recevaient un salaire. Maintenant, ça reste du travail forcé. Et ça a été le cas jusqu'en 1946. À côté de cette réalité coloniale, une amitié s'est développée entre les Mahorais, habitants de Mayotte, et les Français. Et pourquoi les Mahorais s'entendent si bien avec les Français? Tiens, je voudrais savoir. Parce que la protection des Français a permis aux Mahorais de survivre, dans un contexte, au début du 19e, où ils étaient complètement décimés par la piraterie malgache et par les guerres entre sultans qui ravageaient l'archipel, notamment le sultan d'Anjouan. Pour ces raisons, de véritables liens de confiance se sont créés petit à petit, dans la deuxième moitié du 19e siècle, entre la France et les Mahorais. En 1946, la France accorde aux Comores un état d'autonomie, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement comorien élu mais qui est soumis à la France. Dans les années 60, le président de ce gouvernement, il s'appelle Saïd Mohamed Cheikh et il est favorable à l'indépendance. Une indépendance qui sera acquise doucement mais sûrement. Sous son gouvernement, les Comoriens se réveillent et ils commencent par présenter au gouvernement français un ensemble de réclamations. Selon eux, la France est négligente vis-à-vis des Comores. Pas assez de crédit, pas assez d'infrastructures téléphoniques, électriques, pas assez de routes, pas assez de lycées, etc. En même temps, l'archipel il est loin, il est petit, pauvre, méconnu. Voilà. Mais sur demande de Saïd Mohamed, la France commence à développer l'archipel dans les années 60. Et c'est là qu'apparaît un problème. Plus les idées d'indépendance se développent, plus on se demande dans quel esprit les Comoriens perçoivent ces aides financières. Dans quel esprit? Comment ça, dans quel esprit? Dans l'esprit de bonjour, j'ai besoin de fric, merci, au revoir. Mais si les autorités comoriennes s'apprêtent à demander l'indépendance dans un avenir proche, quel sens peut avoir une aide au développement de la part de la France? Ah, tu veux dire qu'ils sont en train de plumer la France? Ils veulent de l'argent et ensuite ils se séparent. Ah, pas forcément la plumer. Mais si tu désires l'indépendance de ton pays, alors cet argent,
tu peux le voir comme un dédommagement pour la colonisation. Ce n'est que justice, après cette annexion injuste, qu'on nous donne de l'argent avant qu'on devienne indépendant. Ou alors, si tu ne veux pas l'indépendance, cet argent, c'est plutôt un signe d'amitié et de solidarité, et donc une bonne raison de continuer à rester français. Mayotte voit cet argent à titre solidaire. Vous devez nous aider car nous sommes français. Tandis que les trois autres îles voient plutôt cet argent comme une indemnité. Tu me le devais, vilain colon. Cette différence va particulièrement se voir en 1966, quand Saïd Mohamed Cheikh décide de déplacer la capitale de Mayotte vers la Grande Comore. Mayotte va vivre cet événement comme un cataclysme. Dans le petit îlot de Dzaoudzi, où se trouvaient les bâtiments administratifs, on voit du jour au lendemain des emplois disparaître en cascade. Et ça, c'est ressenti comme une injustice absolue. Les habitants de Mayotte sont tellement dégoûtés, eux qui sont pourtant les plus loyaux à la France, ils n'auront presque plus de retombées, tandis que la Grande Comore, qui caresse l'indépendance, aura tous les avantages. C'est assez ironique ton histoire. Ironique dans quel sens? Ça me fait penser, bon c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça me fait penser au temps des empires coloniaux. Quand il y avait une ressource, comme du pétrole, par exemple, il y avait aussitôt une compétition entre les puissances pour se l'accaparer. Et ici, on a un peu pareil, les quatre îles sont en compétition pour une ressource qui est l'aide financière française, finalement. Enfin, je trouve ça amusant. Il n'y a pas de quoi se taper des barres, mais bon, c'est un peu bizarre. Ce qui marche de haut en bas marche aussi de bas en haut. En tout cas, en 1974, un référendum est organisé et le verdict tombe. La Grande Comore, Mohéli et Anjouan votent pour l'indépendance, Mayotte vote pour le maintien. Mais malgré ce résultat, un Comorien, Ahmed Abdallah, décide d'accélérer les choses et de proclamer l'indépendance sans concertation en 1975. Un nouveau pays vient donc de naître. Le président, Ahmed Abdallah, a précipité l'indépendance sans prendre le temps de s'entendre sur les modalités. Il prévoit probablement de s'emparer de Mayotte, par un moyen ou par un autre, parce que dans la tête des Comoriens, Mayotte fait partie de l'archipel. La France est donc prise de court, elle voit en lui un ennemi potentiel et riposte en appuyant militairement un coup d'État contre sa personne et installe un certain Ali Soilihi. Parce que Soilihi était en fait son adversaire. En réalité, cet homme est un révolutionnaire socialiste. Plus précisément, il se dit maoïste. Il voudrait une république sociale, laïque et démocratique. Et pendant à peu près 3 ans, Soilihi impose son ordre sur l'île en utilisant la jeunesse. En fait, Soilihi embrigadait les jeunes dans des gardes révolutionnaires pour soumettre plus ou moins toutes les personnes qui seraient hostiles à son projet révolutionnaire. Que ce soit les autorités musulmanes, que les Comores restent quand même un pays très musulman, mais ça peut être aussi les propriétaires, les partisans d'Ahmed Abdallah, et puis les partisans de la France. Sauf qu'à force de demander à des jeuneaux de menacer, voire de tuer des adultes, dans une société qui est pourtant restée très traditionnelle et où on est censé avoir du respect pour les aînés, Ali Soilihi va rapidement être détesté cordialement par toute la population. Il faut dire qu'il y a des actes de violence graves qui ont été commis sur l'île de la Grande Comore, notamment à Mbeni ou à Ikoni. Et donc en 1978, un mercenaire français, Bob Denard, décide de le renverser et de rétablir Ahmed Abdallah à sa place, mais tout en restant le nouvel homme fort des Comores. Pendant 10 ans, Bob Denard fait des Comores une sorte de fief personnel. Ce régime des mercenaires, qui est une sorte de seigneurie personnelle un peu anachronique de Bob Denard sur l'archipel, a une certaine stabilité, en tout cas jusqu'en 1989. En 89, le président officiel Ahmed Abdallah essaye de se débarrasser de Bob Denard et c'est finalement Bob Denard qui, semble-t-il, le fait assassiner dans son bureau. Sauf que la population comorienne n'a pas vraiment l'air d'accepter l'assassinat de Ahmed Abdallah et Bob Denard se voit contraint de s'enfuir. Donc en 1989, ça y est, c'est une véritable indépendance, hein. Le français n'est plus là. En tout cas, maintenant que Bob Denard est parti, les Comores sont complètement confrontées à elles-mêmes, et c'est là qu'arrive le drame. Le pays, dans les années 90, s'enfonce complètement dans la misère, dans la corruption, dans la carence d'infrastructures, dans des élections avec suspicion de fraude, ce qui signifie peu de légitimité démocratique pour les élus. L'éducation est médiocre, les bidonvilles croissent, l'instabilité politique est énorme, les coups d'État sont à répétition,
Les soucis économiques sont si grands que les trois îles commencent aussi à se disputer entre elles, en jouant à provoquer deux crises séparatistes, d'abord en 1997, où elles tentent de revenir dans le giron français, puis en 2007, où elles tentent une séparation simple. Dans les deux cas, ça ne va pas aboutir. La première crise se termine par un embargo commercial très brutal, la seconde par un affrontement militaire. En fait, Anjouan ne va pas réussir à se séparer du reste de l'archipel, et quoi qu'il en soit, les Comoriens vont continuer à vivre dans la pauvreté. Et en même temps, à 70 km de là, Mayotte fait son train de vie, tranquillou, pas de problème. Et ça reste difficile à admettre pour les Comoriens. Cette île qui, selon eux, mériterait d'être rattachée aux Comores, je le rappelle. Les Comoriens ont sous les yeux le sentiment d'une prospérité qui leur passe à côté, qui les rend un peu jaloux. Alors que faire pour se sortir de leur misère? L'État comorien n'arrive pas à gérer la situation et donc les Comoriens vont prendre eux-mêmes leur destin en main. Ils vont essayer la débrouille. Et la débrouille au sens comorien, en fait, c'est la diaspora. Un père de famille va envoyer son fils cadet à l'étranger, par exemple, pour y travailler, et ensuite transférer l'argent au pays. Et ces transferts sont récupérés par des notables pour faire, par exemple, un grand mariage, parce que c'est ce que veut la culture traditionnelle comorienne, ou bien pour financer une route ou des poteaux électriques. Donc en fait, les Comoriens ont transformé la diaspora en une source de revenus numéro un. Ça peut paraître aberrant, mais c'est vrai. Mais la pratique des transferts ne suffit pas, en fait, la population ne cesse d'augmenter. Et donc, petit à petit, la tentation est grande de se servir de Mayotte comme un déversoir de leur excédent de population. Ils ont d'autant plus d'intérêt à le faire qu'à Mayotte, on scolarise tout le monde. Les hôpitaux accueillent tout le monde, aussi bien les natifs que les clandestins. Donc il y a énormément d'intérêt pour les Comoriens à venir à Mayotte. Alors concrètement, l'immigration clandestine à Mayotte, comment ça se passe pour que vous ayez des images en tête? Imaginons une femme qui habite l'île de la Grande Comore et qui monte dans une embarcation de fortune, ce qu'on appelle les kwassa-kwassa, avec 3 ou 4 enfants. Elle va à Mayotte. Elle débarque, elle trouve un bidonville où elle essaye de subsister au jour le jour, sauf que les gendarmes français vont chercher à l'interpeller, mais ils ne peuvent pas l'arrêter à son domicile. Donc il faut attendre qu'elle soit contrôlée dans la rue. Et alors, elle sera peut-être, si jamais la France estime bon de le faire, renvoyée dans les Comores. La France va essayer de l'expulser avec ses enfants, mais si jamais ses enfants n'ont pas été retrouvés, eh bien on va l'envoyer sans ses enfants. Que vont devenir ces enfants? Ils vont devenir des enfants abandonnés sur l'île de Mayotte. Ils vont être recueillis par des bandes de trafiquants ou de délinquants, qui assurent ainsi une nouvelle génération de délinquants encore plus nombreuses, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. Complètement. Et pendant ce temps-là, non seulement les infrastructures de Mayotte ne tiennent pas le rythme d'accroissement de la population, mais en plus, la délinquance rend l'atmosphère invivable sur l'île. À n'importe quel moment, des jeunes peuvent se pointer en brandissant des machettes sur n'importe qui pour voler de l'argent. Donc le quotidien des Mahorais est devenu rapidement un enfer. Bien sûr, de leur côté, les Mahorais essaient de se faire justice en brûlant des bidonvilles ou en les détruisant, c'est ce qu'on appelle des décasages. Et c'est ainsi que la situation s'enfonce effectivement dans un climat de guerre civile. Et la France ne fait rien pour, je sais pas, trouver une solution. Les Mahorais s'estiment trahis par la France. Pour eux, nous sommes des hypocrites. Nous avions encouragé Mayotte à rester française en 1975. Nous avions accepté le régime des mercenaires de Bob Denard, qui maintenait l'archipel dans le calme. Et maintenant, on a complètement fermé les yeux, la situation s'envenime et on ne s'estime plus concerné par ce qu'il se passe, alors qu'il y a des appels à l'aide constants de Mayotte vers nous. Pire que ça, les Mahorais ont l'impression que nous sommes complices. Qui autorise les clandestins dans les hôpitaux et les écoles? La France. Qui protège juridiquement les mineurs délinquants et fait qu'on ne peut pas les arrêter ou les mettre en prison? Le code pénal français. Les Français ne savent pas ce que c'est que de se faire barrer la route quand on est en voiture et de voir des gens te mettre un coupe-coupe sous la gorge. Et donc ils ne comprennent pas le drame de Mayotte. Donc pour eux, la France est une entité complètement flasque, dépourvue de capacité de réaction. Et le prix de cela, eh bien ce sera une guerre civile vraisemblablement. Et est-ce que les Comoriens, ils essayent de se justifier? Du point de vue des Comoriens, eux, ils cherchaient avant tout à survivre, dans un contexte économique terrible. Ils montent dans les bateaux parce que la vie est insupportable sur cet archipel qui est surpeuplé. Et donc, ils ne cherchent qu'à vivre décemment. Pour eux, il y a une injustice sociale que Ali Soilihi autrefois dénonçait avant que le français Bob Denard ne le renverse. Et cette injustice sociale, elle est objective, elle est partout et elle n'est pas de leur fait.
et elle aboutit à la situation présente. Les habitants de Mayotte sont en train de faire l'expérience de l'abandon. Comme les Indochinois, comme les Harkis ou d'autres encore, ils font partie de ces peuples qui ont le malheur d'avoir tissé des liens avec l'empire colonial français. Or, cette amitié, qui était un avantage autrefois, est devenue une tare aujourd'hui. Elle est regardée comme une incohérence historique dans le grand récit de la libération des peuples, une sorte de syndrome de Stockholm, une maladie inexplicable à laquelle il faudra trouver remède. Après une révolution socialiste chaotique, Bob Denard a fini par rétablir l'ordre, aussi bien pour rassurer la France, qui craignait une invasion de Mayotte, que pour répondre à l'appel des habitants, eux-mêmes là, des excès révolutionnaires. Après la fuite de Denard, en 89, les Comoriens se perdent dans une pauvreté croissante et dans des conflits interinsulaires. Leur indépendance se heurte à une triste réalité. Mayotte réussit économiquement et eux ne réussissent pas. Ils cèdent alors à la tentation, qui est évidemment très forte, de déverser sur Mayotte leur excédent de population indigente, ainsi que d'y projeter des espérances nébuleuses pour un meilleur avenir. Le résultat peut tenir en un mot, le nivellement. Les Comoriens avaient peut-être essayé de rattraper Mayotte, mais ils n'y sont pas parvenus parce que progresser économiquement est quelque chose de difficile si l'on ne dispose pas de cadres, de techniciens, d'une bonne cohésion et de capitaux. Peut-être que si les Comores étaient restées françaises, cela aurait été possible. Mais aujourd'hui, les Comores n'ont rien de tout cela. Impuissants à s'élever au niveau de Mayotte, ils vont finir par tirer cette dernière vers le bas. C'est cela que j'appelle le nivellement. Que ce phénomène soit conscient ou inconscient, ça n'a pas d'importance. Depuis que Mayotte est submergée par les clandestins, les rues sont sales, les bidonvilles sont partout, la criminalité ravage les abords des collèges et des lycées, le tourisme est redescendu à zéro. Comme souvent, dans les discours, l'égalité signifie l'élévation de soi, mais dans les faits, elle signifie le déclassement des autres. Aujourd'hui, les Comoriens représentent presque la moitié de la population de l'île et saturent à peu près tous les services. On a beau leur expliquer que la petite île de 374 km² ne pourra pas assumer indéfiniment les manquements de l'État comorien, rien n'y fait. Pour eux, Mayotte, ce sont des hôpitaux où ils seront soignés, des maternités où leurs femmes pourront accoucher, des écoles où leurs enfants pourront être instruits. La misère est devenue un argument en soi qui justifie que n'importe qui s'installe n'importe où, dans n'importe quelles conditions, sans qu'on prête le moins d'intérêt à ce qu'en pensent les indigènes. Si on prend un peu de recul historique, on verra une certaine ironie dans la situation. En 1976, on pouvait voir aux Comores des jeunes qui pointaient leurs machettes sur des anciens, en braillant des menaces de mort. En 2023, on en est revenu au même point, mais cette fois-ci, c'est à Mayotte. Dans le premier cas, les jeunes étaient protégés par l'État socialiste comorien, et dans le second cas, ils le sont par le code pénal français. Bref, l'archipel a 2 fois en 50 ans découvert ce qui se passe lorsqu'un État est tellement pur, compréhensif et idéal dans ses intentions qu'il finit tout bonnement par mettre la loi du côté de la délinquance. On a joué aux Mahorais un mauvais tour. La France ne les protège pas, elle protège leurs ennemis. Pour résoudre cette situation tragique à Mayotte, il faudrait une réaction énergique. Plus elle sera tardive, plus elle sera violente. Mais la vérité, à mon avis, c'est que la France n'a pas envie d'aider Mayotte. Cela signifierait interdire l'accès aux services publics et restaurer l'ordre sur l'île par des descentes de police. En d'autres termes, cela voudrait dire devenir le méchant de cette histoire. Mais la France ne veut plus être la méchante. Elle ne croit plus assez en elle-même pour cela. Et elle a bien trop honte de son passé colonial. En 2006, elle avait condamné Denard à la prison. C'est dire comment elle traite les rares personnes qui auraient été capables d'éviter la situation présente. Il arrive parfois que les empires déchus se protègent en faisant la sourde oreille. Habitués à se moquer de leur gloire de jadis, dont ils se sont pour ainsi dire désintoxiqués, ils en viennent à mépriser leurs anciens compagnons de route. Et que sont les Mahorais sinon des compagnons de route dans cette aventure que fut l'empire colonial français? L'idée que la France, après tant d'années et tant de remords, puisse encore être responsable vis-à-vis d'eux, lui fait l'effet d'être rattrapée par son passé. Pour que ces importuns la laissent tranquille, la France fait passer en 2011 l'île au statut de département d'outre-mer. Cela permet de laisser sous-entendre une évolution positive dans l'intégration de l'île.
Ceci est cependant le contraire de la réalité. Mayotte, département, est dans un état bien plus dégradé que Mayotte, territoire. La France est d'autant moins prête à agir que les problèmes de Mayotte ressemblent, à s'y méprendre, à d'autres problèmes, plus vastes, mais qui sont encore trop tabous pour en parler à cœur ouvert. Intervenir signifierait perdre cette naïveté qui a permis à la France, jusqu'ici, de ne pas se préoccuper des questions d'immigration, de les considérer comme des non-problèmes. Mayotte est donc une plaie suppurante, que l'on ne peut pas regarder de peur d'y lire un mauvais présage pour soi-même. Aussi estime-t-elle, pour le moment, qu'il est préférable de la laisser s'infecter jusqu'à la gangrène.